Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à cette session Sonorium. Merci beaucoup d'être connectés et d'être avec nous ce soir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sonorium, qui ne sont jamais venus à des événements Sonorium, on organise des sessions d'écoute d'albums. Donc, le concept est assez simple. L'idée, c'est de se réunir tous ensemble pour écouter des albums en entier et dans des super belles conditions. Donc, normalement, avec une qualité sonore exceptionnelle sur des très bons systèmes son hi-fi. Et puis en présence d'un spécialiste qui nous raconte la création de l'album ou en présence même de l'artiste lui-même quand c'est des albums un peu plus récents. Voilà, on fait ça dans différents lieux, sur différents styles musicaux, sur des albums anciens, sur des albums qui viennent de sortir ou même des avant-premières. C'est assez varié. Et donc, compte tenu de la situation actuelle, on a un petit peu réadapté nos formats pour vous proposer cette année une programmation en digital. Et cette programmation, elle est pensée avec le pavillon Carré de Baudouin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le pavillon Carré de Baudouin, c'est un centre culturel à Paris, dans le 20e arrondissement, qui est géré par la mairie du 20e arrondissement. Et on va tout de suite vous montrer une petite vidéo de présentation du pavillon Carré de Baudouin. Bien. Donc voilà, c'est dans ce lieu d'habitude que l'on fait nos sessions d'écoute. Et donc c'est avec le pavillon Carré de Baudouin qu'on vous propose cette année une saison de 4 sessions d'écoute autour du thème de l'exil. Donc la première session d'écoute était le mois dernier, en janvier, sur le nouvel album de David Walters. Et donc là, c'est la deuxième session qui est donc dédiée à l'album The Score des Fugees, qui va nous être présenté par Julien Bitoun. Donc, merci beaucoup à Julien d'animer cette session. On travaille très régulièrement avec Julien, qui est donc un grand spécialiste de musique et de rock au sens large, pas que de rock d'ailleurs, qui est professeur d'histoire du rock à Sciences Po, qui est journaliste, critique musicale, musicien, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la musique et l'histoire du rock. Donc voilà, on est en bonne compagnie ce soir. Merci beaucoup Julien. Donc l'événement va durer environ 1 heure. La présentation de l'album par Julien sera entrecoupée de plusieurs moments d'écoute de certains extraits musicaux. Donc je vous invite à mettre un casque si vous avez un bon casque ou au moins des écouteurs pour profiter quand même de ces moments d'écoute. Alors en théorie, vos micros sont désactivés pour l'instant. Donc l'idée c'est que pendant la présentation, si vous voulez intervenir ou poser des questions, vous utilisez plutôt le chat. Et puis, à la fin de la session, il y aura un moment dédié pour les questions du public, donc à la toute fin. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité chacun d'ouvrir votre micro si vous voulez intervenir directement en vidéo et avec le micro également. Voilà, donc je donne la parole à Julien et bonne session à tous. Merci. Merci, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien et me voit à peu près correctement. Merci donc d'être là. Pour ce deuxième épisode, donc, on a choisi l'album The Score des Fugees. Fugees pour Refugees, les réfugiés. Donc, on est vraiment en plein dans le thème jusqu'au nom du groupe. The Score, c'est un album évidemment extrêmement important qui a bercé la jeunesse d'à peu près 10 millions de personnes, voire même beaucoup plus si on compte les singles et les passages en radio, qui en tout cas a eu une importance colossale à la fois dans l'histoire du hip-hop et dans l'histoire de la musique au sens un peu plus large, puisque ça a influencé énormément de monde. Donc, on va revenir un tout petit peu en arrière pour se pencher sur l'histoire du groupe. Donc, c'est un trio. Respectivement, donc là sur la photo de gauche à droite, Pras Michel, Lauryn Hill et Wyclef Jean,
ou Wyclef Jean. À partir du moment où c'est un nom français, on a le droit de le prononcer comme ça, même si ça fait hyper bizarre. Donc Wyclef, je vais me contenter de l'appeler Wyclef, ce sera beaucoup plus simple, est le plus vieux du groupe. Il est né en 1969 à Haïti, d'où le côté refugee justement, puisque je vous rappelle que effectivement 69, on est au début de la dictature haïtienne de la famille Duvalier, donc Papa Doc puis Bébé Doc, une dictature sanglante où les opposants étaient systématiquement emprisonnés et exécutés. Donc dans ce contexte-là, sa famille déménage, il s'installe à Brooklyn à 9 ans. Et de Brooklyn, il va à East Orange et Newark dans le New Jersey. Donc ça peut paraître des détails biographiques, mais en fait c'est extrêmement important. East Orange comme Newark, ça fait partie de ces anciennes villes industrielles du New Jersey qui sont en perdition totale à partir de cette époque-là justement, à partir de la fin des années 60. Et donc c'est des villes qui deviennent petit à petit des ghettos, qui deviennent des grandes villes dans lesquelles on se débrouille comme on peut, qui sont juste à côté de New York, mais qui font un contraste absolument colossal, à la fois avec le côté extrêmement riche et extrêmement blanc de New York et de Manhattan, et un gros contraste aussi avec le côté bucolique qu'on imagine du New Jersey. Je vous rappelle que le New Jersey est surnommé le Garden State, donc l'État des jardins. Et effectivement, quand on voit Newark ou quand on voit East Orange, on est vraiment très loin de cette image bucolique du New Jersey. Michel Prasse, lui, c'est le cousin de Wyclef. Et lui est directement né à Brooklyn en 1972, de parents haïtiens évidemment. Et Lauryn Hill, donc la plus jeune, née en 75 à Newark dans le New Jersey. Donc c'est vraiment un groupe dont l'identité est construite autour des origines néo-jerseyennes et qui est directement lié à cette identité-là, ce qui les rend aussi différents des artistes comme les artistes purement East Coast entre guillemets. Je pense notamment à Notorious B.I.G. qui lui est né à Brooklyn. Et donc pour le coup, ce sont des artistes plus proches de Manhattan. Là, on est dans des artistes éloignés de Manhattan, dans des quartiers pas forcément faciles. La rencontre déterminante pour les Fugees, c'est Prasse qui rencontre Lauryn Hill. Les deux se connaissent au lycée et ils forment ensemble un groupe qui s'appelle Translator Crew. L'équipe des traducteurs, tout simplement parce que leur idée à l'origine était de rapper dans différentes langues et du coup de développer ce côté translator, enfin traducteur. Prasse ensuite présente à Lauryn Hill son cousin Wyclef, qui rejoint le groupe très peu de temps après. Et à partir de là, Lauryn Hill commence à construire sa place dans le groupe et de manière extrêmement intéressante par rapport à la figure obligée de la femme dans les groupes de rap de l'époque. Lauryn Hill choisit de rapper autant qu'elle chante. Je précise, c'est-à-dire qu'en général, dans les groupes de rap de l'époque, quand il y a une présence féminine, c'est pour faire la belle voix sur le refrain. Qui sera remplacé par un sample dans la plupart des classiques de rap. Là, dans les Fugees, on a vraiment une rappeuse et une rappeuse extrêmement compétente qui a une manière d'articuler les mots et de construire ces couplets qui est absolument incroyable. On va en écouter évidemment quelques extraits et personnellement, je dois avouer que moi c'est vraiment ce qui m'a scotché à la réécoute de cet album, c'est la précision rythmique et la richesse d'écriture de Lauryn Hill. Donc à partir de là, le groupe se rebaptise Fugees. Donc, je vous disais une abréviation du Refugees, les réfugiés, qui est une manière plutôt péjorative qu'ont les gens de parler des réfugiés haïtiens justement dans des quartiers comme East Orange du New Jersey. Lauryn Hill, le meilleur rappeur du monde, c'est pas complètement faux. C'est même pas complètement abusé de dire ça.
Donc à partir de là, le groupe s'agrandit. Ils sont rejoints par des musiciens en plus des rappeurs, sachant que Wyclef est guitariste déjà à la base, et ils sont rejoints notamment par Jerry Duplessis, qui est un cousin de Wyclef et qui est déjà à la basse avec eux à ce moment-là. Le voilà, et qui va avoir une importance essentielle dans le son du groupe, puisque non seulement il va jouer de la basse sur les albums, mais il va aussi produire certains titres du groupe ou coproduire certains titres du groupe et déterminer une grande partie du son du groupe. Donc le groupe signe ensuite chez Rough House Records, qui est le label de Cypress Hill entre autres. Donc déjà un label extrêmement en vue et assez prestigieux. Et ils sortent leur premier album, Blunted on Reality, en 94. Alors c'est un album qui est un premier album typique d'un groupe qui est pas tout à fait prêt encore. D'ailleurs, vous voyez sur le logo qu'ils hésitent encore entre Fugees et Translator Crew dans leur nom. Ils ont mis les deux dans le loot. Et alors, on voit aussi à quel point, oui, Rough House, qui est un label distribué par Columbia Records, qui est le distributeur. Quelqu'un qui a précisé dans le chat. Donc là, vous voyez sur la photo à quel point c'est des enfants à l'époque, et ça s'entend dans la musique, c'est-à-dire que ça reste très près de leurs influences. C'est dans la lignée de la soul, de tous ces groupes de hip-hop de la première époque, Tribe Called Quest aussi, des groupes comme ça, et finalement ça se détache pas encore très bien de leurs influences. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vraiment il y a une différence colossale, une évolution colossale entre les deux albums. Je vous fais écouter donc le single de ce premier album, Nappy Heads. Je vais probablement enlever mon casque pendant qu'on écoute, parce que pour que vous ayez un bon niveau sonore, il faut que ce soit blind chez moi. Donc c'est pas juste pour faire le DJ. Mais non. Fais-moi ça, s'il te plaît. Voilà. Désolé hein, pour ceux chez qui c'est pas assez fort, mais vous êtes, je pense, en mesure de trouver un bouton de volume à proximité si jamais. Donc, le premier album n'est pas un succès colossal. Comme vous l'avez entendu, c'est effectivement très dérivatif de tout ce qui se fait à l'époque, en 94. Mais pour autant, c'est un succès suffisant pour que le label choisisse de leur donner une seconde chance et de les faire enregistrer un deuxième album, ce en quoi ils ont été plutôt inspirés effectivement, et donc ils donnent au groupe une avance de $135,000. Alors ce qu'on appelle une avance, donc pour ceux qui ne connaissent pas le music business, c'est donc une somme d'argent que le label confie au groupe de façon à ce qu'ils puissent enregistrer leur album. Donc en général, c'est le budget pour aller en studio, pour sortir l'album, pour trouver un producteur et ainsi de suite. Et ça s'appelle une avance tout simplement parce que c'est de l'argent qui est avancé sur ce que l'album va rapporter. Autrement dit, en général, quand un album sort, l'artiste attend plusieurs mois avant de toucher de l'argent dessus, le temps que le label rembourse cette avance-là. Donc en gros, on dit que le label donne de l'argent aux artistes. En fait, c'est l'argent des artistes que le label leur avance pour l'enregistrement. Donc, au lieu de dépenser cet argent en studio un peu frime comme ça se fait à l'époque, les Fugees vont investir cet argent pour monter leur propre studio dans le sous-sol de l'oncle de Wyclef. Donc il faut évidemment s'imaginer ça dans la banlieue de New York, dans ces maisons suburbaines qui ont tout un sous-sol, le fameux basement, qui est un lieu de projet par excellence et qui peut effectivement être transformé en studio. Donc ils achètent du matériel et ça leur permet d'une part de ne pas être pressés par le temps et d'autre part de pouvoir développer leur art
de manière indépendante sans avoir un producteur qui leur respire dans le cou. Donc, ils s'entourent énormément. Les trois, évidemment, écrivent, programment, chantent, jouent des instruments. Donc déjà, les trois du groupe ont une importance évidemment colossale, mais ils savent s'entourer. Jerry Duplessis, donc dont je vous parlais avant, le bassiste, et Warren Ricker comme coproducteur. Warren Ricker qui deviendra ensuite connu comme mixeur avant tout pour d'autres artistes. Ils sont aidés par Diamond D, qui fait un featuring sur The Score notamment, John Forte, qui fait un featuring sur Family Business, et puis un homme extrêmement important, Salam Remy, qui deviendra ensuite un producteur extrêmement prisé, qu'on retrouvera notamment sur le deuxième album d'Amy Winehouse, Back to Black, et qui a un style de production qu'on reconnaît immédiatement. Il a produit 2 titres sur l'album, et comme par hasard, c'est les 2 titres qui ont le mieux marché. Donc de là à se dire que ce mec-là a la Magic Touch, c'est assez vite fait. The Score donc sort en février 96 et il faut se remettre dans le contexte. On est au sommet des guerres East Coast West Coast à l'époque, au point que donc ça va très vite dégénérer. Le 13 septembre de cette même année, Tupac est tué et Notorious B.I.G. est tué le 9 mars 97, donc un an à peine après ça. Donc on est vraiment au sommet des tensions entre les deux côtes et entre les deux crews de rap, de chanteurs, de MC de hip-hop. Et par rapport à ça, donc Fugees amène une sorte de troisième voie plus pacifique, une image un peu moins gangsta, détaché de ces obligations-là, détaché des clips avec des piscines et des femmes nues dans tous les sens et des limousines qui font le tour du pâté de maison à elles toutes seules, en longueur, hein, pas en trajet évidemment. Et donc tous ces lieux communs n'ont pas lieu d'être chez les Fugees et sont remis en question par le succès de The Score, qui montre justement qu'on n'est pas obligé d'en passer par ces lieux communs obligatoires. Alors je vous fais écouter donc pour qu'on se remette dans le contexte un peu de East Coast pour commencer et puis le roi de la West Coast ensuite. Donc Notorious B.I.G. Who's behind me? Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes. See notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the chronic by the tree. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Papa. You got a gun up in your waist. Donc, comme vous l'avez peut-être entendu, il parle dans le texte de Chronic, la marijuana médicinale bien connue. C'est évidemment le titre de l'album solo de Dr. Dre. Je dis l'album solo de Dr. Dre parce que c'est le plus important et le seul quasiment de toute sa carrière, mais qui à lui tout seul a carrément mis tout le monde d'accord sur ce qu'était le son West Coast, qui sera pompé par tout le monde, y compris comme on l'a entendu par Notorious B.I.G. avec ce son de Moog pour la flûte dans les aigus, qui est vraiment typique de cette production-là. Donc là, évidemment, chef-d'œuvre. So I'm Drea, tell her what the fuck I want now. Creeping down the back street on D's. I got my Glock cocked cause niggas want these. No soon as I said it, seems I got sweated by some nigga with a Tech 9 trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I'll make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being found on Greenleaf with the fucking heads cut off. Motherfucker, I'm straight. So listen to the play-by-play, day by day. Rolling in my phone with 16 switches. And got sound for the bitches, clocking all the riches. Got the hollow points for the snitches. So won't you just walk on by? Cause I'm too hard to lift. And no, this ain't Aerosmith. It's the motherfucking Bien, on n'a plus de musique là.
Merci. Je peux pas réactiver moi-même mon micro, ça va être un peu compliqué. Il faudra donc être très réactif du côté de la technique. Donc, comme vous le voyez, un son hyper codifié, vraiment immédiatement reconnaissable, et qui finalement a un succès qui s'adresse essentiellement aux fans de hip-hop. Et ça va être la grosse différence avec les Fugees, c'est-à-dire que les Fugees vont avoir ce qu'on appelle un succès crossover. Crossover, donc littéralement traverser de l'autre côté. To crossover, c'est donc passer de son ghetto musical à une appréciation beaucoup plus large. C'est ce qu'ont fait certains artistes, comme on dit par exemple que George Benson a eu un succès crossover avec On Broadway ou Give Me the Night, c'est-à-dire qu'il est sorti du simple public jazz et que il a intéressé tout le public pop au sens plus large. Donc c'est exactement ce qui va se passer avec The Score, qui va vraiment faire sortir le hip-hop auprès du monde entier. Alors évidemment, il y a déjà des artistes qui avaient intéressé le public blanc avant ça, mais jamais dans des proportions pareilles. Et à partir de là, The Score va devenir un album qui va mettre tout le monde d'accord, qui va obtenir les suffrages de tous les publics, et en particulier donc des publics qui n'écoutaient pas de rap auparavant. On va le voir notamment dans le choix des samples, dans le choix de certaines références dans les textes. C'est évident que c'était pas un hasard. C'est-à-dire que les Fugees ont des références qui vont bien au-delà de la culture R&B et hip-hop qui est obligatoire à l'époque, et qui leur permet justement de trouver une certaine résonance auprès d'un public beaucoup plus pop, beaucoup plus folk même dans une certaine mesure. Le titre, The Score lui-même est hyper intéressant. Alors, The Score, donc, c'est une chanson aussi sur l'album, et le refrain, c'est Time to settle the score. Donc, il est temps de régler ses comptes. C'est un sens possible, effectivement, de The Score. Régler ses comptes avec la vie, avec le music business, puisqu'il y a des titres qui sont assez acerbes là-dessus, avec le milieu du hip-hop aussi, qui commence à devenir justement assez malsain. Arrêter de compter les points entre East Coast et West Coast. Arrêter de compter le score, justement. Donc il y a ce sens-là, et puis il y a un deuxième sens qui est tout aussi intéressant, qui est que The Score, c'est aussi la bande originale d'un film. Et à ce titre-là, effectivement, le visuel de la pochette fait parfaitement sens, puisqu'on est face à une pochette on est face à une affiche de film qui ne dit pas son nom, même dans le choix du lettrage, façon film de blaxploitation des années 70, que reprendra Tarantino par exemple. Et donc, par rapport à ça, The Score, effectivement, c'est une manière de nous montrer que on est dans la bande originale d'un film imaginaire, et que à ce titre-là, on va avoir une certaine cohérence interne. Je vais y revenir, mais comme vous le voyez déjà dans la liste des titres, on a une intro, on a une outro, avec le même featuring de Kool DJ Red Alert, qui sert de bookends, vous savez, les trucs pour caler les livres. Là, le mot m'échappe en français, mais c'est une expression, mais c'est pas grave. Les livres au-dessus de la cheminée pour pas qu'ils tombent, on met des trucs de part et d'autre, et voilà. Bon, si vous trouvez le mot chez vous, vous avez gagné une écoute de l'album gratuite. Presse-livre, oui, c'est ça. Mais bookend, c'est quand même vachement plus beau. Donc, on a ces deux presse-livres effectivement dans l'album, et on a un vrai déroulement, on a des phases de dialogue qui semblent tout droit sorties d'un film de gangster. Donc on a tout ce développement-là, et d'ailleurs Lauryn Hill a une citation qui est hyper intéressante là-dessus. Alors je l'ai noté en anglais, donc je traduis en même temps. C'est un film audio. C'est comme ce que faisait la radio dans les années 40. Ça raconte une histoire, et il y a des arrêts et des interruptions de la musique. C'est un peu comme une version hip-hop de Tommy, comme ce que les Who ont fait pour la musique rock. Alors pour ceux qui n'ont jamais écouté Tommy ou les Who, déjà votre vie n'a pas de sens et il est temps d'y remédier immédiatement. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle un concept album, c'est-à-dire un album qui raconte une histoire avec un début, un déroulement, une fin. Tommy, d'ailleurs, sera transformé en film, comme plusieurs concept albums, comme The Wall de Pink Floyd, qui est aussi un concept album extrêmement important. Donc, à ce titre-là,
effectivement, Lauryn Hill se place consciemment dans la case concept album et se place aussi dans l'héritage d'artistes clairement mainstream et clairement blancs. Pour le coup, c'est une référence qui est pas typiquement hip-hop et qui montre bien aussi à quel point les horizons des Fugees sont larges. Donc, je vais explorer les différents titres de l'album avec vous. On commence par donc Red Intro. C'est donc le fameux DJ Cool DJ Red Alert qui ouvre l'album et je ne résiste pas à l'envie de vous le faire entendre tout de suite. Columbia Rough House Records present a This is getting mad. Jokers running around like with masks. Pardon, donc quand je coupe mon micro, vous entendez pas la musique, c'est ça? Ok, autant pour moi, donc je vous refais écouter le début en tout cas. Columbia Rough House Records present a refugee camp production, Fugees, The Score. And now for our featured presentation. Yo, what's up with the other day? I was chilling with Scott. This nigga was like, in a minute we got to sit in front of our crib with a shotgun. Cause Joker's gonna be busting up in there trying to get food, clothing, shelter, TVs, forks, radios, whatever they get their hands on, kid. This just getting mad. Man. Joker's running around like with masks. Bro. So my man P, he think he like. Ok, donc là, dès l'intro, effectivement, on est bien dans le milieu du cinéma. Vous avez entendu peut-être si vous écoutez très fort comme moi, qu'il y a un petit buzz derrière qui correspond au déroulement de la bobine quand on écoute la voix de Cool DJ Red Alert. Il y a ensuite le bip du film qui se lance comme au cinéma, et puis il y a le contenu de ce qu'il dit tout simplement qui se termine sur And now for our feature presentation. Donc feature presentation, c'est le film principal quand vous avez un film en avant-première, enfin en ouverture. Comme les Pixar, par exemple, vous avez toujours un petit dessin animé avant le gros dessin animé. C'est de là que vient le terme feature presentation. Donc, dès le départ, dans l'intro, on est au cinéma et on va voir un énorme film et on a ce DJ qui nous présente tout ça. Alors, Red Alert, c'est quelqu'un de très important. C'est donc un DJ de radio qui est de New York et qui a eu une importance colossale dans la création même du hip-hop, qui est un vrai vétéran pour le coup dès l'époque de l'enregistrement. Il a 40 ans à l'époque de l'enregistrement, ce qui est un âge canonique par rapport aux Fugees qui sont extrêmement jeunes. Et c'est vraiment un symbole fort que de lui avoir demandé d'être sur cet album. C'est une manière de se réclamer dans l'héritage de cette ancienne garde du hip-hop, une manière de montrer que le hip-hop a des racines profondes et de se réclamer de ces racines-là. Donc ensuite on a un spoken word de Ras Baraka. Ras Baraka, c'est le maire actuel de Newark. Donc pour vous dire, on reste vraiment dans cette banlieue-là du New Jersey, avec des gens qui sont directement impliqués, et c'est un spécialiste de ce qu'on appelle donc le spoken word, qui est une forme de poésie américaine, qui est effectivement typique de la poésie urbaine new-yorkaise. Le spoken word, c'est l'héritage aussi de la Beat Generation. Donc on est vraiment dans un héritage plus ancien et plus large que le simple héritage hip-hop du gangsta rap du milieu des années 90. C'est une manière de se présenter comme des héritiers de quelque chose de beaucoup plus large qu'eux. Et puis ce qui va directement avec cette influence de Tommy et des concept albums dont parlait Lauryn Hill dans ma citation de tout à l'heure, on a dans le spoken word de Ras Baraka des références aux chansons qu'on va entendre ensuite dans l'album. Il y a notamment une phrase qui dit "We're gonna settle the score once and for all. I ain't gonna sit around and let jokers kill me softly, kid." Donc on va régler nos comptes une fois pour toutes. Je ne vais pas rester assis et laisser ces blagueurs me tuer à petit feu.
Donc évidemment, il y a une référence à The Score, Time to Settle the Score, qui est carrément le refrain de la chanson The Score. Et il y a donc Kill Me Softly, donc Killing Me Softly, qui sera le 8e titre de l'album. Donc on a déjà une annonce des différents titres qu'on va écouter. Ce qui est un grand classique de l'ouverture d'un opéra rock et d'un opéra tout court. Le principe d'une ouverture d'opéra, c'est que c'est un morceau instrumental au début de l'opéra qui annonce les différents thèmes qui vont être développés dans la suite de l'opéra. Un opéra de Wagner, par exemple, vous avez tous les thèmes de tous les personnages qui vont ensuite être développés au fur et à mesure de l'histoire. Et donc là, on a exactement cette même logique où, en gros, on nous présente les différents titres et on va rentrer ensuite dans le vif du sujet. Le vif du sujet, donc, c'est How Many Mics, le premier titre à proprement parler de l'album, et qui est d'ailleurs le premier titre enregistré pour l'album. C'est-à-dire que c'est un titre qui circulait déjà sur une mixtape bien avant la sortie de The Score, et qui donc en grande partie a déterminé la manière de faire pour le reste de l'album. À partir du moment où c'est un titre qui a scotché tout le monde sous forme de mixtape, ils ont ensuite décidé de développer cette façon de procéder. C'est une présentation des 3 membres du groupe, chacun rappe, et c'est Lauryn Hill qui ouvre le bal avec franchement quelque chose d'assez hallucinant dans l'addiction, dans la manière de se poser. Je vous fais écouter ça tout de suite, parce que c'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux de se le mettre dans l'oreille. Pick up your microphones. Pick up your microphones. Yo, how many mics do we rip on the deli? Send me say many money. Send me say many, many, many. How many mics do we rip on the deli? Many money. Send me say many, many, many. I get mad frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same. Like the love Dr. Strange, I'm tame like the rapper. Get red like a snapper when they do that. Y'all hush, whole block say you do that. If only they knew that. It was you who was irregular. Voilà, c'est magistral évidemment. C'est une manière de poser l'ambiance aussi directe. Et on a aussi directement dans le texte de Lauryn Hill un nombre de références absolument hallucinant. Là, on a entendu par exemple Like the Love, Dr. Strange, qui est une référence évidemment à Dr. Strangelove, Dr. Folamour de Stanley Kubrick. Donc là, on est quand même dans de la référence bien ancienne. Ensuite, on a une phrase que j'ai notée parce que elle contient à elle-même plein de références. Go ask Alice if you don't believe me. I get in her visions like Stevie, see me. Alors, on va détailler ça. Donc, va demander à Alice si tu ne me crois pas. Je m'insère dans ses visions comme Stevie. Regarde-moi. Alors, Go Ask Alice, déjà pour commencer, c'est une citation de White Rabbit du Jefferson Airplane, une chanson donc psychédélique du milieu des années 60 qui parle de Alice au pays des merveilles. Donc là déjà, on est dans de la référence purement blanche des années 60. Donc vraiment, encore une fois, une manière d'appeler à un public, de plaire à un public très différent du public hip-hop traditionnel. Ensuite, I get in her visions like Stevie. Alors là, c'est carrément un jeu de mots sonore, puisque donc I get in her visions, donc dans ses visions, mais c'est aussi inner visions, les visions de l'intérieur, qui sont le nom d'un album de Stevie Wonder. Donc d'où I get in her visions like Stevie. C'est évidemment très bien écrit, et c'est une manière aussi de référencer évidemment un artiste qui a été l'artiste crossover par excellence de sa génération. Et finalement, donc, I get in her visions like Stevie, see me. Donc, regarde-moi. See me, ça peut être évidemment une référence à la cécité de Stevie Wonder, mais ça peut être aussi une citation de Tommy de The Who, puisque see me, feel me, hear me, c'est le refrain qui revient très souvent dans l'album Tommy de The Who. Donc, c'est vraiment une référence à tiroir où il y a pas mal de contenu, et c'est toute l'écriture de Lauryn Hill est comme ça. On a plein de références comme ça qui s'empilent et qui sont des références très vastes, autant en termes de public que en termes d'époque. Donc on a vraiment ce mélange qui porte très loin et qui est d'autant plus intéressant et qui vraiment parle à tout le monde. C'est-à-dire que chacun trouvera dans les textes de Lauryn Hill une référence qui lui parlera. Troisième titre,
Et troisième single qui sera tiré de l'album, c'est Ready or Not, évidemment. C'est le single qui a le mieux marché en Europe. Donc ça explique peut-être pourquoi c'est celui dont certains d'entre vous se souviennent le mieux. En tout cas, personnellement, c'est vraiment celui que j'ai entendu sur Fun Radio en boucle quand j'étais tout petit. Et c'est un titre qui prend deux titres existants et qui les mélange pour former la base musicale de ce titre-là. Donc pour commencer, on a Ready or Not des Delphonics. Je vais vous faire écouter, c'est assez hallucinant. Je connaissais pas le titre original avant de me pencher dessus, et vraiment c'est exactement ça. Bon, après, ça devient un peu différent, effectivement. Ça part dans le délire soul à la Motown typique de l'époque. Mais donc, vraiment, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que on a une mesure qui n'est pas la même. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, et c'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt de ce morceau original, c'est qu'on a une mesure en 3/4, là où les Fugees la remplaceront par une mesure en 4/4. D'où le fait que le rythme tombe pas pareil. Donc, Ready or Not, here I come, you can hide, gonna find you. Alors que dans la version des Fugees, ce sera Ready or Not, here I come, you can hide, gonna find. Du coup, il laisse la mesure en 4/4 s'écouler. Oui, je sais, je tape très bien en rythme. J'ai pas du tout l'air d'un autiste et je chante très bien en plus. Donc, c'est ce titre-là. Et puis, évidemment, c'est ce titre-là. Boadicea de la chanteuse irlandaise Enya. Je vous fais écouter. Vous allez évidemment avoir l'oreille qui bug dans tous les sens parce que c'est les Fugees, tout simplement. C'est même un peu troublant d'entendre ça, effectivement. Alors, pour la petite histoire, ils s'attendaient tellement pas à ce que leur album cartonne qu'ils ont pas pris la peine de créditer Enya sur l'album The Score. Et finalement, c'est le titre qui a le plus cartonné, en particulier en Irlande, Ready or Not. Et du coup, évidemment, c'est arrivé aux oreilles de Enya. Il n'y a pas eu de procès, soi-disant parce que Enya a considéré que vu que c'était pas du gangsta rap, c'était pas associé à quelque chose de négatif pour autant, et que du coup, ça valait pas la peine d'attaquer. Mais en tout cas, donc, ça a été réglé à l'amiable pour $3 millions quand même. Donc ça vous donne une idée de la quantité d'argent qu'a suscité un album comme The Score. Donc la version Fugees, évidemment. Je me permets de vous montrer un passage du clip parce que justement ça vous donne aussi une idée des échelles de l'époque. C'est un clip qui a coûté 1,3 million de dollars. Donc c'est à l'heure actuelle le budget d'un film, tout simplement. Et effectivement, ça se voit, on a le sous-marin, on a les hélicoptères, on a les requins. Ils ont sorti tout le coffre à jouets et ça fait un vrai court-métrage.
come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk awake. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when get the up and on their horse. Kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete. Put it in the seats, but no, don't weep. Why Clef's in the state of sleep, thinking about banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. Donc, comme vous le voyez, un clip, comme vous le revoyez, un clip absolument hallucinant dans son ampleur. Donc, on passe ensuite à Zealots, qui, pour le coup, lui, sample un autre titre de pop soul bubblegum des années 60. Là, c'est I Only Have Eyes for You des Flamingos. Alors, vous voyez déjà le look des gars, on est quand même assez loin du gangsta rap. Et je vous fais écouter donc tout de suite. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Voilà, donc le sample évidemment c'est ce Sheba Chebap et qui est immédiatement reconnaissable dans j'allais dire dans la reprise, mais non, dans la version des Fugees, ou en tout cas dans ce que les Fugees en ont fait. Ce qui est intéressant justement, c'est et de manière générale, c'est le fait que les Fugees prennent ce genre de références comme les Delphonics de tout à l'heure ou les Flamingos de maintenant, et qu'ils les intègrent dans un contexte musical nettement plus sombre. Et que du coup, c'est une manière de rajouter de la subversion à ces titres-là, de rappeler à un public plus mainstream, plus large et plus ancien que le hip-hop a ces racines-là, mais aussi de montrer qu'il les amène ailleurs. Et justement, quand vous écoutez Zealots, il y a ce sentiment d'inquiétante étrangeté. Je me permets une incursion freudienne, mais où on a cette juxtaposition entre quelque chose qu'on connaît bien, ces chœurs doo-wop classiques des Flamingos, et en même temps on a cette approche hip-hop extrêmement sombre, et donc la juxtaposition des deux est vraiment troublante, et c'est ce qui fait que ce titre marche. One, two. I'm about to set this up like this. Hip hoppers, check it. Another MC loses life tonight, Lord. I beg that you pray to Jesus Christ. Why? Oh Lord, Father, don't let him bury me. Whoa. I horn MCs like Mephistopheles, bringing swords of Damocles. Secret Service keep a close watch as if mine was Kennedy. Abstract rap, simple with this street format. Gaze into the sky and measure planets by parallax. Hop, donc, pardon. Là encore, effectivement, on a ce côté un peu brinque-ballant du sample, comme dans les Delphonics où ils avaient changé donc la mesure 3/4 en 4/4. Je peux vous refaire les claps si vous avez pas bien compris. Là, en l'occurrence, si on écoute bien, le sample est pas très bien coupé, et donc le shebap est légèrement coupé, et ça se colle un peu bizarrement. Donc on a une boucle qui tourne pas complètement rond, et ça ajoute évidemment au charme du morceau, et à son côté inquiétant encore une fois. Dans le texte là, on a beaucoup de références encore une fois,
et on a une attaque aux journalistes qui mettent Hill en avant au détriment de Wyclef et de Pras. The magazine say the girls should have went solo. The guys should stop rapping, vanished like Menudo. Donc le magazine dit que la fille devrait partir en solo, ce qui est intéressant parce que pour le coup c'est vraiment prémonitoire. Les mecs devraient arrêter de rapper, disparaître comme Menudo. Alors Menudo, pour ceux qui n'ont pas de culture trash, c'est un boys band hispanique des années 80 dans lequel Ricky Martin a fait ses débuts quand il était tout petit. Donc, c'est vous dire à quel point effectivement ils ont disparu. Ensuite donc The Beast. The Beast, qui est le titre le plus ouvertement politique de l'album, qui parle d'un sujet malheureusement d'une actualité brûlante, qui sont donc les critiques policières, les violences policières à l'égard des Noirs, en particulier dans le New Jersey. Effectivement, donc je vous disais, le New Jersey, une friche industrielle transformée en État, ou plutôt l'inverse, et donc des tensions raciales, des tensions sociales, et des flics qui se permettent de jouer les cow-boys dans ces quartiers-là. Je cite, heard a roar in the sky, look up and saw the blue thunder, my inner conscious say throw your handkerchief and surrender, but to who the star-spangled banner, oh say can't you see cops more crooked than we, by the dawn early night robbing niggas for keys. Donc je vous traduis pas tout, mais je vous donne l'essentiel. J'ai entendu un rugissement dans le ciel, j'ai vu le blue thunder, donc le thunder, c'est le tonnerre. Le tonnerre bleu, c'est donc les hélicoptères de la police qui sont bleus aux États-Unis. Ma conscience m'a dit de me rendre, mais à qui? The Star Spangled Banner, donc c'est le surnom qui est donné au drapeau américain, et c'est aussi son hymne, la bannière étoilée. Et là, donc, on a une citation ensuite, un détournement de l'hymne américain. Oh, say can't you see? Donc, oh, say can you see by the time. Pensez à moi pour le prochain Super Bowl. Donc là, c'est oh, say can't you see. Donc ne peux-tu pas voir au lieu de peux-tu voir, ce qui est déjà une manière de montrer effectivement l'aveuglement de la société américaine par rapport à ces violences policières. Et By the Dawn Early Night, qui est encore une fois une manière de reprendre le texte de l'hymne national, mais en le transformant en quelque chose d'inquiétant et au service de leurs propos politiques. Donc c'est hyper malin, c'est hyper bien fait, et évidemment, là encore, on est dans l'inquiétante étrangeté. Fujila, qui suit, le premier single tiré de l'album et qui était le premier titre fini pour l'album. Pas le premier titre enregistré pour l'album, mais le premier titre fini, réalisé pleinement, et c'est le premier de 2 titres produits pour l'album par Salaam Remi. Donc, ça vous montre aussi à quel point la production de Salaam Remi a décidé de la couleur du reste de l'album, puisque à partir du moment où Fujila était le premier titre terminé, ils se sont inspirés ensuite du reste de ce titre-là pour le reste de l'album. Il est sorti en single en avance de l'album en septembre 95, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. On avait un single qui venait en éclaireur par rapport à l'album. Ça se fait encore beaucoup d'ailleurs à l'heure actuelle, mais à l'époque, on vendait des singles en physique. Et donc, c'est un titre, effectivement, qui a largement déterminé le reste de la production. À l'origine, il était prévu pour la BO d'un film de Spike Lee, et ça ne s'est pas fait, mais on peut imaginer justement que c'est cette histoire avec Spike Lee qui a aussi en partie décidé du côté cinématographique de l'album. The Score serait peut-être pas The Score s'il n'y avait pas eu cette histoire avec Spike Lee. Et puis pour la petite histoire, donc c'est encore une fois un refrain emprunté à quelqu'un d'autre. Et je vais vous faire écouter l'original. C'est Tina Marie, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler avant ce soir. On ne peut pas vous en vouloir. C'est pas forcément une référence très répandue, en particulier en Europe. Et donc, c'est une chanteuse de ce qu'on appelle la Blue-Eyed Soul. La soul aux yeux bleus, donc la soul blanche, comprendre. Et c'est une manière, encore une fois, de s'approprier une référence plutôt blanche dans un contexte musical, évidemment, plutôt noir. Et vous allez voir, c'est assez choquant à quel point c'est le même refrain. Baby, won't you listen to this love who's often missing, and don't hurt me, 'cause I'm falling your way again.
Donc là, effectivement, certains d'entre vous ont eu le cerveau qui a explosé en direct. Ne mentez pas, je vous ai vu. Effectivement, c'est très troublant de retrouver ce titre-là sous une forme qui ne ressemble pas du tout à la forme qu'ils ont fini par lui donner. Family Business, intéressant parce que c'est sur les conditions de vie des Noirs et des réfugiés dans les ghettos du New Jersey. Je me contenterai d'une citation, mais qui est hyper intéressante. No more breakdancing for loot, niggas hustle and shoot. In the Garden State, it grows stinkweed and criminals. Government funds are minimal, oppression subliminal. Donc, dans l'état du jardin, le Garden State, il pousse de la mauvaise herbe et des criminels. Les fonds gouvernementaux sont minimaux. Sont réduits à leur minimum. Et l'oppression est subliminale. Donc encore une fois, dans la continuité de The Beast, dans les termes abordés. Deuxième single de l'album, Killing Me Softly With His Song. Donc là, on est vraiment dans la reprise pour le coup littérale, c'est-à-dire que quand on avait Fujila ou quand on avait Ready or Not, on était dans la citation, dans l'utilisation de refrains déjà connus pour leurs propres chansons. Là, dans le cas de Killing Me Softly, on est dans une reprise. C'est-à-dire qu'il y a une certaine adaptation dans l'instrumentation, mais que la chanson reste exactement la même. Donc, je vous fais écouter un court extrait de Roberta Flack que je vais être obligé d'interrompre pour des questions de timing, et ça me fait déjà mal. Au point que je veux pas le faire, d'ailleurs. Hop. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Pam. Désolé, là vous étiez dedans et tout, bah non. Donc ça devient évidemment quelque chose d'assez différent dans la bouche de Lauryn Hill, mais de pas si différent que ça. Pour le coup, c'est une reprise qui n'est pas si éloignée que ça de l'original. Il y a juste l'instrumentation derrière qui est légèrement différente, plus hip-hop évidemment, très vide finalement. On a ce sample de sitar tiré d'un album de Tribe Called Quest qui est intéressant parce que là encore, il amène une bizarrerie. Couplet sur lequel il n'y a pas d'accompagnement, il y a juste la boîte à rythme derrière et la voix en quasi a cappella. Et puis il y a ce refrain où là on voit le génie de Jerry Duplessis, donc le bassiste des Fugees, et sa technique de basse qui est directement dérivée du reggae, qui s'appelle le one drop, qui est une manière en fait de donner la note de basse et de l'enlever juste après. Faites bien attention, donc je vous ferai signe au moment du refrain. Écoutez bien la ligne de basse, vous allez voir la manière dont elle s'arrête. C'est ce que ne joue pas la basse qui est encore plus important que ce qu'elle joue. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Le fameux sample de sitar dont je vous parlais. Donc, vous avez fait attention à la basse? C'est impressionnant, hein, cette manière dont ça s'arrête et du coup ça propulse encore plus. C'est vraiment de l'arrangement et c'est cette science de l'arrangement de Jerry Duplessis qui fait vraiment la différence dans les arrangements des Fugees.
Évidemment, c'est un titre qui va avoir un succès colossal. C'est le single le plus vendu au Royaume-Uni en 96, plus de 3 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis, et le Grammy de la meilleure performance vocale pour un duo ou un groupe. Donc, évidemment, un succès colossal et une manière de remettre au goût du jour une chanson qui faisait déjà partie de l'inconscient collectif. Donc, de s'approprier une chanson bien connue et de lui donner un nouveau sens et une nouvelle forme. Donc, The Score, ensuite, le morceau titre. Là, pour le coup, c'est l'ambiance la plus sombre de l'album et c'est un des derniers titres à avoir été fait pour l'album, qui regroupe plein de références à d'autres titres de l'album, à la manière de la Red Intro qu'on a vu tout à l'heure, qui est un peu une manière de faire un pré-générique pour notre film imaginaire. The Mask, ensuite, qui fait écho à Family Business et à The Beast, puisque ça parle des conditions de vie dans la rue. The Mask, c'est le masque qu'on porte auprès des autres dans la société. C'est cette hypocrisie quotidienne que chacun porte pour supporter les conditions de vie dans le ghetto. Cowboys, ensuite, vous voyez le nombre de featuring, c'est déjà un indice. C'est ce qu'on appelle un posse cut. Posse, donc c'est le groupe le groupe qui entoure un groupe de hip-hop, son gang en quelque sorte, même si le terme est malheureux pour l'époque, et un cut, donc c'est le nom qu'on donne à une chanson en hip-hop, et donc Posse Cut, c'est un titre dans lequel en gros vous faites chanter tous vos potes, et c'est une manière de présenter tout votre entourage. C'est un exercice classique en hip-hop, et là en l'occurrence donc on a couplet après couplet sans vrai refrain. C'est probablement le titre le plus classique hip-hop de l'album. Et ensuite, évidemment, No Woman No Cry, la deuxième reprise colossale de cet album, qui sera le 4e et dernier single, et qui est l'autre production Salam Remi de l'album. Donc à ce titre-là, c'est un son hyper intéressant aussi. Le son de la guitare acoustique qui est joué par Wyclef Jean est hyper intéressante. Ce riff de guitare acoustique, c'est la manière dont la plupart des gens entendent encore No Woman No Cry sans même le savoir. C'est une manière en fait je vais m'exprimer en termes de millefeuille musicale. Désolé de vous donner faim. C'est-à-dire qu'on a déjà la première couche de sens qui est cette chanson de Bob Marley. On a, si on veut, une deuxième couche de sens qui s'ajoute avec la version live, la version de 75 là, dont vous voyez la pochette du single, puisque avant ce single-là, c'était pas un titre si important que ça de Marley, et ça le deviendra vraiment avec cette version live qui est largement supérieure à la version studio. Et puis on a encore une couche de sens qui vient s'ajouter à ça avec la version des Fugees qui finalement modernise le titre, rajoute cette phrase de guitare qui n'est pas dans l'original, le fameux tanana 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 qu'on a tous tenté de jouer sur les quais à 2h du mat, si vous avez mon âge, et en tout cas qui fait vraiment partie du millefeuille de sens rajouté au titre d'origine. Et puis la partie en oh ah. Alors quand ils le font, c'est beaucoup mieux. Quand je le fais, on dirait un peu Kermit la grenouille qui essaye de faire du hip-hop. Mais en tout cas, ça rajoute du sens, effectivement, en modifiant le titre d'origine. Pour des raisons de temps, je vous laisse écouter ça dans le confort de votre maison. Mais en tout cas, donc c'est une manière de s'approprier un titre qui est hyper important. Et puis évidemment, pour Lauryn Hill, c'est une manière de rendre hommage à Bob Marley, puisqu'elle est hyper fan de Bob Marley et qu'il y a plein de références d'ailleurs dans ses autres textes à des textes de Bob Marley. Dernier titre, Manifest Outro, qui fonctionne donc comme nous l'a soufflé un membre du public que je remercie au passage, un presse-livre. C'est donc une manière de clore le film avec un générique de fin, là où on avait un générique de début. Et on a de nouveau Cool DJ Red Alert qui vient clore l'album et qui dit en fait les crédits de l'album, qui dit donc machin a produit, machin a chanté, etc. Et c'est une manière évidemment de faire défiler le générique de fin sous les applaudissements du public. On reste dans le concept album jusqu'au bout.
The Score donc aura un succès absolument colossal. C'est un des albums les plus vendus de l'histoire du hip-hop. Il a été évidemment numéro 1 des classements dans plusieurs pays, 6 fois 10 de platine un an après sa sortie, et en tout il a vendu 11 millions d'exemplaires. Donc c'est des chiffres qui évidemment n'auront plus jamais d'équivalent en termes de musique business à l'heure actuelle, et qui a remporté 2 Grammy Awards. Je vous parlais donc de Best R&B Vocal Performance pour Killing Me Softly, mais aussi tout simplement meilleur album de rap pour l'année. Évidemment, c'est très largement mérité. C'est un album qui a préparé le terrain pour toute une nouvelle génération d'artistes hip-hop et néo-soul. C'est-à-dire que à partir du moment où The Score a cartonné comme ça, déjà le hip-hop devient un titre financièrement viable, ce qui fait une grosse différence pour les maisons de disques qui décident dès lors d'investir plus facilement dans des artistes hip-hop parce qu'ils savent qu'ils ont plus de chances de récupérer leur mise. Et puis, ça montre aussi aux artistes qu'il y a une autre manière de faire du hip-hop que d'être dans une limousine avec des bouteilles de Dom Pérignon qu'on met dans la piscine. Donc, c'est aussi une manière d'installer cette nouvelle donne dans le hip-hop. Le groupe se sépare très vite après la sortie de cet album. Alors oui, il y a des bonus dans le CD normal. J'ai choisi de pas les intégrer tout simplement parce que, à mon sens, ça brise le côté concept album de The Score, qui se termine avec une intro, qui se commence avec une intro, qui se termine avec une intro. Il y a effectivement des remixes de Fujila et il y a le titre Mista Mista qui est un solo de Wyclef Jean qui finalement fait une bonne ouverture vers les carrières solo des différents Fujis. Donc, Wyclef, pour le coup, c'est le premier à sortir son album solo, qui est donc The Carnival, qui est une manière, encore une fois, de s'approprier l'héritage culturel haïtien, en parlant de carnaval, qui se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Pras, lui, sort Ghetto Superstar en 98, qu'on voit juste à côté, qui est produit par Wyclef Jean, donc ça vous montre aussi les factions qui commencent à se monter, qui sort chez Rough House Records, mais qui n'a pas un succès commercial colossal. Et puis évidemment, la grande gagnante, c'est Lauryn Hill en 98, qui sort de Miss Education, qui sera un encore plus gros succès commercial que The Score, qui se vend à 20 millions d'exemplaires, qui rafle 10 nominations aux Grammy Awards et 5 Grammy Awards, et qui devient un classique même au-delà des Fujis, au point que Lauryn Hill en solo est plus connue que les Fujis. Donc c'est absolument colossal, mais ce sera son seul album en solo, puisque elle aura ensuite pas mal de problèmes que vous connaissez sans doute mieux que moi. Ça reste donc à ce jour son seul album. Pras fera un deuxième album en 2005, mais c'est tout. Alors que de son côté, Wyclef Jean sera de loin le plus prolifique avec 9 albums solo à ce jour. Merci de m'avoir écouté. Je vais me déplacer pour laisser mon fils reprendre sa chambre et j'attends vos questions et remarques. Voilà, donc juste pour préciser, n'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez directement activer votre micro. Donc allez-y, c'est le moment, Julien est là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Me voilà dans la cuisine, je vous écoute. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt. J'aurais aimé savoir, ils n'ont jamais pensé à se remettre ensemble sur un album après. En tout cas, ils se sont pas séparés officiellement. C'est toujours ce genre de déclaration qui est hyper intéressante, même de la part des membres du groupe eux-mêmes. Ils ont déclaré que les Fujis ne s'étaient pas arrêtés officiellement avant au moins 2004, parce qu'ils ont fait quelques concerts en 2004, mais que tout simplement le groupe a décidé de ne plus bosser ensemble. Il y a eu des tensions en particulier entre Lauryn Hill et Wyclef Jean,
qui avaient été amants alors que Wyclef était marié. Évidemment, ça n'a pas arrangé l'état du groupe et ça a forcément créé des factions au sein du groupe. Mais effectivement, la séparation n'ayant jamais été officialisée, on peut considérer que le groupe ne s'est pas séparé, qu'il est juste en sommeil profond et que peut-être un jour ils reviendront à la surface. Merci. Il y a une question dans le chat de la part de PM. Quels artistes sont directement influencés par les Fugees? Quels artistes sont différents? Je dirais directement The Roots. En ça que c'est un groupe de hip-hop avec des vrais musiciens et pas uniquement des samples et donc des arrangements complexes avec plein d'instruments. Et puis un artiste comme D'Angelo par exemple, notamment sur l'album Vaudou, où on a effectivement ce côté hip-hop sans les clichés, avec même une tentative de s'approprier l'héritage soul de cette musique-là. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Allez-y. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation de cet album. Bon, il y en a qui ont déjà posé la question de l'héritage. Et moi, je voulais à la base parler de ça parce que à part les premiers albums solo, il n'y a pas vraiment eu d'inspiration des Fugees. Mais par contre, j'avais une autre question sur les groupes de l'époque qui auraient pu être un peu dans cette mouvance-là, comme Arrested Development par exemple. Qu'est-ce qui a pu faire que les Fugees ont plus marché que ce type de groupe? Parce qu'on a parlé aussi de Tribe Called Quest, de la Soul, de The Pharcyde, de la Soul, de The Pharcyde, de ce côté un peu rap cool justement, et pas forcément gangsta qui cartonnait à l'époque. Oui, bien sûr. On a en fait deux branches de l'arbre généalogique où en gros on a effectivement d'un côté Tribe Called Quest et de l'autre NWA, Public Enemy et ses ancêtres du gangsta rap. Et effectivement, là où les Fugees ont fait très fort, c'est que d'une part ils sont allés au-delà de cette distinction-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas le côté léger de Tribe Called Quest ou de la Soul. On a quand même le côté gangsta du gangsta rap. On a quand même des paroles assez violentes politiquement. On a le côté badass de ce style-là. Et en même temps, on n'a pas non plus le côté c'est la fête du côté côte ouest. Donc il y a un côté sérieux, plus artistique entre guillemets, moins party songs. Et en même temps, on a un côté quand même moins nocif, une image moins extrême, qui fait moins peur aux parents, tout simplement que le gangsta rap. Parce que faut bien penser aussi au fait que à l'époque c'est les parents qui achètent des disques pour leurs enfants, donc évidemment elles vont choisir en préférence ils vont choisir de préférence l'album sur lequel il n'y a pas des stickers qui font peur et des visuels avec des flingues de partout. Donc effectivement c'est à mon avis c'est cette synthèse parfaite entre les deux sensibilités qui a fait que les Fugees ont cartonné comme ils l'ont fait, et puis cette largeur dans les références que je vous exposais tout à l'heure, où effectivement il y a autant de références à de la culture blanche que de la culture noire et de la culture des années 50, 60 et 70 que plus contemporaine. Ok. Ouais, donc il cassait vraiment le clivage c'est ça. Est-Ouest, voilà. Et quand je parlais d'Arrested Development, j'aurais pu aussi citer Outkast, même si ça arrivait un peu après, bien sûr, qui était pas forcément justement dans cette guéguerre Est-Ouest et qui même s'il se démarquait, en fait, était pas forcément dans ce côté show business peut-être. Outkast pour la bonne raison qu'ils étaient d'Atlanta effectivement, ouais. Et qu'ils ont inventé en partie le son du Dirty South,
cette troisième voie du hip-hop de l'époque. Et justement, Outkast, eux aussi, ont cartonné de manière colossale. Speakerboxxx, The Love Below, donc qui est un double album en plus, qui du coup valait plus cher dans les magasins de l'époque, c'est vendu, je crois, à 15 millions d'exemplaires ou quelque chose comme ça. Donc c'est absolument colossal. Et justement, ça montre bien aussi dans ma logique qu'ils ont su dépasser la largeur de leurs références. Parce que dans Speakerboxxx, The Love Below, c'est pas que du hip-hop. On a des titres très influencés par Prince, on a des titres très influencés par Stevie Wonder, en particulier évidemment sur l'album de André 3000, The Love Below, puisqu'en fait c'est concrètement 2 albums solo qui ne disent pas leur nom, des 2 membres de Outkast. Mais voilà, effectivement, c'est cette ouverture dans les références qui fait le succès de ces artistes. Ok. Merci. Dernière question peut-être. Il y a des questions dans le chat. Il y a notamment 2 questions. L'une de Julie, quel est l'impact de Lauryn Hill sur les rappeuses? Et l'autre liée de Franck, Lauryn est-elle vraiment la première rappeuse d'un groupe de hip-hop? Alors non, évidemment, il y a toujours des références plus anciennes, mais la grande différence, c'est que Lauryn Hill, comme je le disais, est mise en avant par rapport au reste du groupe, n'est pas juste un faire-valoir qui est en featuring sur un demi-titre ou dans le refrain quand il s'agit de faire joli. Donc effectivement, elle a ce côté puissant et bien en vue par rapport au reste du groupe et par rapport aux rappeuses qui sont arrivées avant. Et puis surtout, donc en termes d'influence, elle va être celle qui va permettre au music business de voir. Mariah Carey a fait quand même de beaux featuring avec des rappeurs. Oui, justement, c'est des featuring, c'est exactement ce que je dis. Elle fait pas partie du groupe, elle est pas une rappeuse parmi des rappeurs. Et donc là, effectivement, Lauryn Hill va montrer au music business que c'est légitime d'avoir une femme qui rappe, que c'est viable commercialement. Et puis évidemment, il y a le côté négatif de cette influence qui est que elle a une ombre tellement large que elle va en intimider pas mal aussi parce que c'est une profondeur d'écriture qui va bien au-delà évidemment de son genre qui est finalement anecdotique, qui est une des plus belles plumes du hip-hop quel que soit le genre de l'artiste. Ok, bon je pense qu'on a fait le tour des questions. Un grand merci Julien pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les participants qui étaient avec nous sur Zoom. Merci d'avoir assisté à l'événement. Un grand merci évidemment au pavillon Carré de Baudouin et à la mairie du 20e qui ont programmé cet événement. Et si vous voulez assister aux prochaines sessions, Julien, est-ce que tu peux passer la slide suivante pour qu'on montre les prochains événements? Donc toujours autour du thème de l'exil, celle d'avant. Voilà, celle-là. Donc fin mars, avec Julien Bitoun de nouveau, on va parler de MIA et de l'album Kala. Donc rendez-vous le 31 mars sur Zoom également. Et fin avril, on va vous présenter le premier album de Obi, qui est un jeune artiste, un réfugié nigérian. Voilà, donc il y a une histoire assez particulière et dont on va vous présenter sa musique et ce premier album. Donc voilà, n'hésitez pas à assister aux prochains événements digitaux. Vous pouvez suivre Sonorium sur les réseaux et le pavillon Carré de Baudouin aussi. Voilà, merci à tous et bonne soirée.